Merci beaucoup, merci de cette invitation, merci de cette présentation. Donc, je vais vous faire un petit exposé et puis ensuite, on discutera ensemble. Vous pourrez poser vos questions, faire vos remarques, voilà. Et puis peut-être s'il y a des choses auxquelles je n'arrive pas à répondre, il y en a parmi vous qui le feront à ma place, peut-être même mieux que moi. Donc, la famille bouleversée par les écrans. C'est un mystère pour personne, hein. Beaucoup de parents sont perdus, ils ne savent pas comment gérer l'utilisation des outils numériques par leurs enfants, les plus petits, mais aussi les plus grands. Et ça crée des tensions parfois dans le couple, et puis ça crée bien évidemment des tensions entre les enfants et les parents. Donc, comment essayer de comprendre qu'est-ce qui a changé et comment il faut s'adapter à ces changements. Je crois que ce qui est bien, puisqu'en plus ce matin, ou en début d'après-midi, je pense, vous avez évoqué les balises 3, 6, 9, 12, c'est de voir un petit peu, depuis cette époque-là, qu'est-ce qui a changé dans nos relations, dans la nature même des écrans, dans nos relations aux écrans, et donc qu'est-ce qui a changé dans la manière dont notre cerveau gère les écrans et dans la manière dont, ensemble, et notamment en famille, nous gérons les écrans. Alors, pour prendre en compte ce qui a changé, il faut toujours d'abord prendre en compte ce qui n'a pas changé. Donc, ça permet de ne pas l'oublier en route. Alors, qu'est-ce qui n'a pas changé? Et ce qui n'a pas changé, c'est toutes les alertes qui ont été lancées dans les années déjà 2000 à 2010, toutes les alertes lancées autour de l'impact des écrans sur le sommeil, à tel point que certains chercheurs disent finalement il y a un seul domaine où il y a un consensus, c'est l'impact problématique des écrans sur le sommeil. Vous savez que cet impact problématique, il est dû à deux choses. Tout d'abord, plus on est tenté de regarder des écrans, de consommer des programmes sur les écrans, et plus on est tenté de réduire son temps de sommeil. Et puis, d'autre part, à côté de cet effet quantitatif des écrans sur le sommeil, il y a un effet qualitatif, puisque tous les écrans sont rétroéclairés par des petites lumières bleues, qu'on appelle des LED, et ces LED ont pour caractéristique de perturber le rythme de la mélatonine. Alors, en quelques explications, la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, et depuis que l'être humain est sur la Terre, il est habitué à avoir une mélatonine très basse la journée parce qu'il y a beaucoup de lumière et que l'impact de la lumière sur le cerveau par l'intermédiaire du regard fait baisser la mélatonine. Et puis lorsque le jour baisse, et pendant très longtemps, il ne faut pas oublier que les humains n'ont pas eu de lumière électrique, quand le jour baisse, eh bien, la lumière devient moins importante, elle devient rouge, et puis la nuit tombe, et à ce moment-là, la mélatonine augmente, et naturellement, le sommeil nous prend, et on va se coucher. Pendant très longtemps, l'être humain a eu des moyens de s'éclairer, c'était la bougie, d'abord le feu, puis la bougie, puis les lampes à pétrole, et il faut comprendre que tous ces éclairages-là reproduisent le spectre de la lumière solaire, et donc l'être humain, comme ça, pendant très longtemps, a vécu en s'habituant à laisser sa mélatonine augmenter en fin de journée, et à trouver le sommeil après, dans l'obscurité complète. Les LED, que font-elles? Eh bien, les LED, elles trompent notre cerveau. Ces petites lumières bleues qu'il y a dans les écrans font croire à notre cerveau que c'est midi. Et il peut être minuit. Si vous êtes devant un écran, pour votre cerveau, c'est comme s'il était midi. Le cerveau est un peu bête, il sait se tromper facilement. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose que tout le monde a rencontré au moins une fois dans sa vie. C'est que si vous arrêtez brutalement votre écran en regardant votre montre en vous disant « Ah ben non, quand même, il est trop tard, il faut que j'aille me coucher, j'ai des choses à faire demain importantes », vous arrêtez votre écran, vous allez vous coucher tout de suite et vous ne dormez pas. Alors la grande tentation, c'est de se dire « puisque je ne dors pas, autant continuer à faire ce que je faisais, autant regarder un épisode de plus de Netflix, ou voilà, ou continuer à discuter avec un copain ». Le problème, c'est que tout ça ne permet pas à votre mélatonine d'augmenter et donc de trouver le sommeil. Donc, du coup, comme vous savez, une dette de sommeil importante avec beaucoup de gens qui tentent de le rattraper le week-end, mais avec un effet plus ou moins réussi parce que la semaine, ils sont quand même assez fatigués. En plus, il faut comprendre que ces petites LED, elles ont une puissance de tromper le cerveau d'autant plus grande qu'elles sont plus près des yeux. Donc, la télé, c'est à 2-3 mètres.
l'ordinateur c'est à 1 mètre et le smartphone souvent à 20 cm. Pour les ados qui dorment avec un smartphone, eh ben, ça peut même être encore plus près. Et donc plus les LED sont près des yeux, autrement dit plus l'outil numérique est près de vos yeux, et plus l'effet sur le cerveau est important, et plus la mélatonine reste basse longtemps et vous empêche de trouver le sommeil quand vous décidez quand même que c'est l'heure de dormir. Donc vous voyez le problème, va te coucher, c'est l'heure. Ben oui, mais j'ai pas sommeil. Ah ben oui, mais c'est quand même l'heure, oui, j'ai pas sommeil. Alors, ça serait trop simple si on pouvait s'arrêter là. En fait, il y a un autre problème dans les familles qui va compliquer tout, c'est que les adolescents n'ont pas le même rythme nictéméral que les adultes. Chez les adolescents, tout est différent de ce que c'est chez les adultes. Alors, vous êtes un nombre à être assez jeune, donc vous vous souvenez, j'espère pour vous, de votre adolescence. Souvenez-vous-en longtemps. C'est ce qui vous permettra de ne pas faire trop de bêtises avec vos propres adolescents si vous arrivez à vous souvenir de votre adolescence. Mais l'adolescence est une période aussi extraordinaire, une parenthèse si détraquante, si douloureuse, si fébrile en même temps, que beaucoup de gens s'empressent de l'oublier quand ils en sortent. Et du coup, après, ils ne comprennent pas leurs ados, évidemment. Donc, si vous n'avez pas trop oublié votre adolescence, réactivez-la régulièrement dans votre mémoire pour la laisser présente, et ça vous aidera beaucoup pour vos propres ados. Donc, les ados n'ont pas le même rythme nictéméral que les adultes, ça veut dire que là où physiologiquement, quand il n'y a pas d'écran, imaginez avant qu'il y ait des écrans, les adultes commençaient à trouver le sommeil quand le soleil se couchait, et le pic de mélatonine était vers 23 heures, hein, voilà, la plupart des gens, en principe, vont dormir vers 23h30, pic de mélatonine. Chez l'ado, c'est 1h du matin. Donc l'ado, à 23h, 23h30, ses parents vont se coucher, il n'a pas sommeil. Les parents peut-être vont lui dire, ben, si tu n'avais pas autant regardé tes outils numériques, voilà, ça n'arriverait pas. Non, c'est physiologique. Le pic de mélatonine de l'ado, il est plus tardif. Donc certaines écoles américaines ont décidé de retarder l'horaire des cours le matin, on commence plus tard le matin, on finit plus tard le soir, de manière à tenir compte de cette particularité physiologique des ados. Et vous voyez que ça peut être une source de quiproquo en famille. Donc si votre ado n'a pas sommeil à minuit, voilà, ne vous empressez pas d'incriminer les écrans, expliquez-lui un petit peu les choses, et puis si vous pouvez le convaincre, ou tout au moins, voilà, expliquez-lui au moins qu'il faut qu'il essaye de se caler le plus possible sur les rythmes scolaires, puisque les rythmes scolaires sont ce qu'ils sont, et que effectivement c'est un peu normal qu'il n'ait pas sommeil à minuit, mais que s'il se couche quand même, eh bien peut-être quand même il va trouver le sommeil. Vous voyez, il y a quand même ce décalage. Puis il y a un autre problème, parce que rien n'est simple, hein. Vous voyez, il y a un aspect biologique, il y a un aspect technologique avec les écrans en famille, et puis il y a aussi un aspect social, qui est que beaucoup de nos rues, même toutes nos rues, tous les parkings extérieurs sont éclairés avec des LED, et nous vivons dans un monde citadin qui est envahi d'une débauche de lumière. Et si vous, ou votre enfant, votre ado, a la fenêtre de sa chambre qui donne sur une rue qui est très formidablement éclairée, il faut veiller à qu'elle feutrer le plus possible, parce que la lumière, c'est comme l'eau, là où il y a le moins de petits trous, elle passe, et la lumière bleue des LED qu'il y a dans votre rue peuvent vraiment perturber le sommeil, le vôtre ou celui de vos enfants à tout âge. Et donc demander une réduction des éclairages nocturnes, c'est une bonne idée c'est une bonne idée à proposer à la politique de la ville. Parce qu'on n'a pas besoin de toute cette lumière. Voilà, donc vous voyez déjà, autour de cette question du sommeil, les choses sont un peu plus compliquées que ce qu'on pourrait croire, voilà, donc il faut essayer quand même de s'accorder un temps de sommeil régulier et éviter le décalage que provoque le rattrapage du samedi-dimanche, qui ne fait en fait que contribuer à perturber un peu plus le rythme nictéméral, parce que le rythme nictéméral, il est fait pour être régulier. Vous savez tous que les bébés, il vaut mieux les coucher à heure fixe, il vaut mieux toujours les coucher au même endroit, il vaut mieux prendre des repas à heure fixe. La régularité des rythmes est vraiment un élément important dans la santé physiologique et dans la santé psychique. Donc, importance du sommeil.
L'importance du sommeil est tellement grande aujourd'hui, ça a évolué. Alors si le sommeil continue à être incriminé pareil, il y a quand même eu une évolution. C'est dans la responsabilité qu'il a sur l'ensemble de la vie. On savait qu'il fallait dormir, voilà, mais on n'avait peut-être pas encore bien mesuré les conséquences. Alors ça veut dire qu'il y a 20 ans, il y avait un certain consensus des experts pour dire, voilà, les écrans omniprésents dans les familles, ça perturbe le sommeil, ça perturbe l'alimentation, on a tendance à grignoter un peu n'importe quoi en les regardant, ça perturbe l'attention et la concentration, donc on est moins vigilant à l'école, ça perturbe la sociabilité, parce que quand on est dérangé devant un écran, quand on est sur son smartphone et qu'on se sent dérangé, on peut s'énerver. Donc ça, c'est il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, le raisonnement a changé. Vous allez voir comment. On dit plutôt les écrans perturbent le sommeil en quantité, en qualité, et cette perturbation du sommeil a des conséquences dans 3 domaines essentiels. Quand on ne dort pas, on a moins d'attention, concentration, chute des résultats scolaires, etc. Quand on ne dort pas, eh bien, on a tendance à grignoter toute la journée. Quand on ne dort pas, comme dirait Madame Mère, on n'est pas à prendre avec des pincettes, c'est-à-dire on est beaucoup plus facilement irritable, on a moins de sensibilité à la diversité des points de vue, à la contradiction, etc. Donc vous voyez que des problèmes qui étaient rapportés il y a quelques années aux écrans sont aujourd'hui rapportés aux conséquences des écrans sur le sommeil. Donc ça vous montre vraiment l'importance du sommeil. Il ne faut pas s'étonner que cette question soit cruciale dans la vie de chacun, et notamment dans la vie familiale. Il y a aussi tous les problèmes dans les couples, d'horaires décalés, l'un des deux se couche tôt, l'autre se couche tard, etc. Donc le sommeil est un problème important dans la régulation de la vie de couple, de la vie familiale, et vous voyez que les écrans ne sont pas seuls responsables. Alors après, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est pas depuis longtemps, depuis 2020. C'est entre 2000 et 2015, 2018, il y a eu une avalanche d'études extrêmement alarmistes sur la manière dont les écrans peuvent perturber le développement des enfants, notamment des jeunes enfants. Et vous avez peut-être le souvenir de ces études de Madame Linda Pagani au Québec qui montraient que pour chaque heure de plus passée devant la télévision à l'âge de 2 ans, eh bien Madame Pagani retrouvait chez ses enfants des troubles de la socialisation, de la reconnaissance des mimiques, donc de la socialisation entre autres, de la verbalisation, de l'attention-concentration, de la socialisation, un défaut d'agentivité, le fait de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se penser et agir en acteur du monde et pas seulement se percevoir en spectateur du monde. Donc des résultats assez alarmistes que vous trouverez encore facilement sur Internet, rapportés aux études de Madame Linda Pagani. Et puis, on s'est aperçu assez vite, en fait, mais il faut le temps qu'il y ait de nouvelles études qui confortent un peu les intuitions pour qu'on trouve le courage de prendre la parole, mais on s'est quand même aperçu très vite que ces études étaient des études de corrélation et pas des études de causalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une causalité, dans une corrélation, vous avez 2 éléments A et B. Et ces 2 éléments sont corrélés, mais ça ne veut rien dire sur leur causalité, la causalité éventuelle qui les relie. Si 2 éléments A et B sont corrélés entre eux, ça peut vouloir dire que l'événement A est la cause de l'événement B, ça peut vouloir dire que l'événement B est la cause de l'événement A, mais ça peut vouloir dire aussi que les événements A et B sont corrélés ensemble à un autre élément C qui est la cause de A et B. Mais cet élément C, peut-être, vous ne l'avez pas pris en compte dans votre étude, vous ne l'avez pas vu. Donc, il peut même arriver que les événements A et B soient corrélés entre eux de façon, un petit peu au hasard, mais de façon fortuite. Voilà. Et donc, certains chercheurs ont commencé à dire, oui, mais finalement, peut-être bien que les parents qui laissent leur enfant 3 heures, 4 heures devant un écran quand il a 2 ans ou 1 an, peut-être bien que ces parents-là, ils ne sont pas non plus du genre à faire attention à ce que leur enfant mange, ils ne sont pas non plus attentifs aux résultats scolaires de leur enfant, ils ne sont pas non plus attentifs à ses relations, et c'est l'ensemble de ces éléments liés à une forme de désintérêt parental, une forme de désinvestissement parental. C'est l'ensemble de ces éléments qui sont la cause, à 6 ans, 8 ans, 12 ans, 14 ans, de l'ensemble de ce qu'a observé
jusqu'à mesurer l'étude de Linda Pagani. C'est-à-dire que la consommation d'écran excessive à 2 ans ne serait pas la cause de tout le reste, ça serait simplement une conséquence du désintérêt parental, d'autres conséquences étant les problèmes alimentaires, les problèmes d'attention de résultats scolaires, donc les problèmes de camaraderie, voilà. Donc cette idée a commencé à faire son chemin, et il y a eu un certain nombre d'études à partir de 2020 qui ont montré en effet qu'il était important de prendre en compte tous ces paramètres, et ça a inauguré un nouveau courant de la recherche, et précisément un courant de la recherche. 3 grandes séries de recherche depuis 2020 qui permettent de repenser aujourd'hui la place des écrans dans les familles et la place des interactions dans les conséquences qu'ont les écrans sur les enfants et à tout âge. Alors, la première série de ces recherches a concerné la question des écrans accompagnés. Parce que jusqu'à maintenant, bon, assez curieusement, on pourrait dire, les chercheurs, dans le meilleur des cas, ne trouvent que ce qu'ils cherchent. Éventuellement, ils peuvent ne pas le trouver. Dans le meilleur des cas, ils trouvent ce qu'ils cherchent. C'est très rare de trouver ce qu'on ne cherche pas, parce que souvent, on les voit par les chercheurs qui arrivent à accepter de voir dans leur résultat quelque chose qu'ils n'avaient pas cherché. Et donc, la première série d'études, depuis 2020, et à partir de 2020, on avait commencé auparavant, des études qui ont montré l'importance de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'un enfant laissé seul, un enfant de 0 à 6 ans laissé seul devant un écran, est un enfant qui perd en langage, c'est un enfant qui perd en socialisation, qui perd en quotient intellectuel. Mais un enfant qui est accompagné devant les écrans est un enfant qui gagne en langage, qui gagne en quotient intellectuel, qui gagne en socialisation. Et donc, du coup, vous voyez, le curseur s'est déplacé du temps d'écran à l'accompagnement. Et dans les années 2000 à 2017, 18, 20, il y avait un slogan, vous avez peut-être entendu, qui était la théorie de la substitution. La théorie de la substitution consistait à dire toute heure de plus passée par un enfant devant un écran est une heure qui lui est enlevée pour son développement. Mais maintenant, on dit toute heure passée seul devant un écran par un enfant non accompagné est une heure enlevée pour son développement. Autrement dit, toute heure pendant laquelle un enfant n'est pas accompagné dans une activité est une heure perdue pour son développement. Ah, à la louche, voilà. Et donc, il faut comprendre ce grand bouleversement qui a eu une conséquence majeure sur la vie familiale. Je vous explique comment je m'en suis mieux aperçu. C'est qu'il y a, dans des conférences que je fais, souvent, il y a toujours un temps de débat, et souvent, il y a une femme qui prend la parole, et qui me dit, voilà, M. Tisseron, c'est bien joli, ça, pas d'écran avant 3 ans. On dit plus ça d'ailleurs, à 3, 6, 9, 12, on dit jouer, parler, arrêter la télé. Bon, une femme qui me dit, voilà, pas d'écran avant 3 ans, moi je veux bien, mais moi j'ai mon enfant, je suis toute seule, je me lève le matin très tôt, je cours à la crèche, passer mon enfant chez la nounou, je prends les transports en commun, je vais à mon travail, je travaille toute la journée, je mange aussi vite que je peux, je retravaille l'après-midi, je reprends les transports en commun, je cours au supermarché, je vais récupérer mon enfant, je rentre à la maison, j'ai besoin d'un temps pour moi. Qu'est-ce que je fais? Évidemment. Elle me dit, je mets mon enfant dans la télévision, parce que j'ai besoin vraiment d'un temps pour moi, sinon je vais crever, il faut pouvoir m'en occuper, c'est pas possible. Donc vous voyez que si on reste à l'idée que toute heure passée dans la télévision est une heure perdue par le développement, vous mettez dans la tête d'une telle personne une culpabilité terrible. Mon enfant, 1 heure par jour dans la télé, les experts ont dit que c'était pas bien, mon enfant va devenir idiot, comme disent certains, voilà. Donc moi, depuis le début, je réponds à ces femmes la chose suivante, je leur dis, voilà, eh bien oui, je comprends très bien, mais faites en sorte, après que vous ayez pu un petit peu retrouver vos esprits, prendre une douche, faites ce que vous avez envie de faire pour vous, ben pour le moment, vous allez faire la cuisine quand même, voilà, pour votre enfant et vous, et à ce moment-là, mettez-le à côté de vous. Et puis mettez-le à côté de vous, ben, avec une gamelle plus petite que la vôtre, une cuillère comme la vôtre, voilà. Et puis expliquez-lui ce que vous êtes en train de faire pendant que vous faites la cuisine, et puis il vous imitera forcément, parce que le petit est un formidable imitateur. Et puis, c'est pas trop compliqué d'expliquer ce qu'on fait. Tu vois, je suis en train de casser des œufs, tu vois, je suis en train de faire chauffer quelque chose, voilà, je veux une sauce, tout ce que vous voudrez. C'est pas très compliqué, tout le monde a le vocabulaire pour raconter ce qu'il fait.
Et je dis, voilà, racontez ce que vous faites, parlez-lui, regardez-le, permettez qu'il vous imite pendant ce que vous faites, et à ce moment-là, ben, vous établissez une relation qui va largement rattraper le temps que votre enfant aura passé tout seul devant l'écran. Essayez toujours de rattraper le temps où votre enfant est seul devant un écran par un temps de durée identique et idéalement plus long, évidemment, si c'est possible, pendant lequel vous avez des activités partagées et de préférence, plutôt que des activités simplement de parole, expliquer des choses à l'enfant, des activités dans lesquelles vous faites quelque chose ensemble, parce que faire quelque chose ensemble, c'est nommer les objets, et nommer les objets, c'est introduire l'enfant, c'est enrichir le vocabulaire de l'enfant, c'est l'introduire à la nomination, c'est l'introduire à la fabrication des phrases, c'est formidablement développemental pour le langage. Donc vous voyez que l'ensemble de ces études, initiées avant 2020 et parues à partir de 2020, sont une mine formidable pour permettre à des gens qui jusque-là souffraient d'une culpabilité terrible et ne voyaient pas de solution dans leur vie, tout est noir, on ne voit pas quoi faire, voilà, ben ça permet de gérer les choses autrement. Même chose pour des familles qui vivent, pour des couples qui vivent dans un seul appartement, qui vivent dans une pièce, pardon, et qui ont un bébé, et le bébé forcément, c'est des parents qui nous écrivent sur le site 36912, c'est des parents qui aiment les écrans, qui aiment regarder des séries, voilà, des films, puis pour beaucoup de gens c'est la seule distraction. Hein. Donc ils aiment bien, et puis ils sont très culpabilisés parce qu'ils n'arrivent pas à isoler leur bébé complètement dans l'appartement, dans la pièce donc. Et voilà, même chose, hein. Dès que vous avez un moment, quand votre bébé est éveillé, faites des choses avec lui. Voilà. Si pendant son sommeil, vous n'arrivez pas à occulter complètement son berceau, voilà, tant pis, vous faites pour le mieux. Si à ce moment-là, vous regardez une série télé, autre chose, sur un écran, mais quand il est réveillé, faites des choses avec lui. Voilà. Vous voyez, l'ensemble de ces études est vraiment très important parce que ça donne des axes concrets pour que des gens qui ont envie de faire quelque chose pour leur enfant puissent le faire. Rien n'est pire que de donner des conseils aux gens qu'ils voudraient appliquer, mais qu'ils ne peuvent pas appliquer. Ça, c'est totalement démoralisateur. Et plus vous démoralisez les gens, ben plus vous les laissez plus vous invitez à laisser les choses aller comme elles vont, parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de pouvoir de contrôle sur leur existence. Donc, première série de recherches. La deuxième série de recherches, elle est très liée à la précédente, c'est ce que je viens de vous dire, c'est l'importance de l'accompagnement. Pardon, c'est l'importance du milieu social, et notamment du milieu social par rapport à l'accompagnement. Et évidemment, les familles les plus défavorisées sont les familles dans lesquelles les parents sont le moins disponibles pour accompagner leur enfant. Dans la découverte d'Internet, dans l'utilisation des jeux vidéo, tout autant dans les devoirs scolaires, voilà, dans l'utilisation des plateformes conseillées par l'école, etc. Donc une grande inégalité sociale. Et cette grande inégalité sociale, les chercheurs, depuis quelques années, la prennent en compte. C'est ça la nouveauté des nouvelles études. Et un bel exemple avec l'étude ELF. L'étude ELF, vous savez, qui est menée pas seulement en France, mais sur plusieurs cohortes, dont une cohorte en France. Les chercheurs ont eu la bonne idée de sortir le paramètre origine sociale. Et donc, ils ont comparé les temps d'écran dans des milieux sociaux équivalents. Alors que jusqu'à maintenant, on mettait toutes les classes sociales ensemble, puis on comparait les temps d'écran, mais avec ce biais que je vous évoquais tout à l'heure, qui est que dans les milieux sociaux défavorisés, les enfants restent plus longtemps dans les écrans, et donc ça faisait monter la moyenne globale. Là, en séparant les milieux sociaux, eh bien, les chercheurs se sont aperçus que le temps d'écran dans chaque milieu social, donc étant pris séparément, l'impact des écrans sur l'évolution de l'enfant était minime. Minime, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour chaque heure de plus de télévision à l'âge de 2 ans, eh bien, un impact sur le quotient intellectuel de 0,5 à 0,7 points. 0,5 à 0,7 points, rapporté à un quotient intellectuel de 100, c'est très peu. Et alors, ce qui est intéressant, si vous avez suivi un petit peu les débats de la commission nommée par M. Macron, vous avez peut-être suivi qu'autour de ce 0,5 à 0,7, il y a eu un affrontement. Alors vous allez me dire, mais comment des chercheurs qui sont d'accord sur les résultats d'une recherche 0,5 à 0,7 peuvent-ils s'engueuler sur ce 0,5 à 0,7? Ils sont d'accord là-dessus. Bon, pour 2 raisons. La première raison, il y a des chercheurs qui ont dit c'est très bien d'avoir pensé à sortir les origines sociales, ça permet de montrer l'impact
l'impact de la catégorie sociale sur la consommation d'écran. Mais il y a d'autres chercheurs qui ont dit tout de suite non. Ça risque de faire minimiser la gravité de la consommation d'écran. C'est-à-dire que vous voyez que les chercheurs, ils ont des a priori. Et selon leurs a priori, ils vont interpréter une étude d'une façon ou d'une autre. Autre a priori, certains chercheurs ont dit 0,5 à 0,7, c'est pas grand-chose sur un QI de 100, c'est négligeable, surtout que ça peut se rattraper dans des tas d'activités. Et d'autres ont dit non, pas du tout, c'est très grave. 0,5 à 0,7 envisagé au niveau de toute une population, si toute une population a 0,5 à 0,7 de moins pour chaque heure de plus, ce qui peut vouloir dire éventuellement 2 à 2,5 de moins, ça fait baisser le QI moyen de la population, c'est très grave. Donc vous voyez, sur les mêmes résultats scientifiques, des chercheurs peuvent s'opposer. Soit parce qu'ils n'ont pas la même, ils ne sont pas associés des mêmes valeurs. Certains disent il faut pointer l'importance des catégories sociales pour que l'État s'occupe plus des déshérités. Et d'autres disent non, ce n'est pas le problème. Il ne faut pas sortir les catégories sociales pour paniquer les gens, pour qu'ils utilisent moins les écrans globalement. Et puis vous avez aussi le fait de rapporter aux individus, le fait de rapporter aux groupes. Et vous voyez comme ça que parfois vous pouvez voir sur des plateaux de télé des gens qui s'engueulent alors qu'ils sont d'accord sur l'étude, mais ils ne sont pas d'accord sur l'interprétation de l'étude. Non pas sur la valeur de l'étude, mais sur la valeur des conséquences tirées de l'étude. C'est important à comprendre parce que des fois vous pouvez avoir l'impression qu'il y a des chercheurs qui se succèdent et tiennent des propos contradictoires. Ce qui ne veut pas dire que la recherche ne soit pas précise. Mais encore une fois, c'est une question de valeur, c'est une question de priorité. Et le problème, c'est qu'ils ne l'annoncent pas toujours. Ils l'annoncent en généralement pas. Donc du coup, quand on en entend deux succéder, on a l'impression que rien n'est crédible. Si, les résultats sont là. 0,5, 0,7 pour chaque heure de plus, vous pouvez faire votre philosophie personnelle. Voilà. Mais encore une fois, certains tirent à U et d'autres tirent à bien. Et c'est une question d'importance à accorder, de priorité à accorder, soit à la reconnaissance des catégories sociales, et on lance des programmes de soutien à la parentalité, soit l'importance à accorder à entretenir la panique chez les gens, et à ce moment-là, plus on a des études alarmistes, et mieux ça vaut. Voilà. Ça, c'est les choix des chercheurs. Dans la deuxième série d'études, la première, l'accompagnement, la deuxième, l'importance de l'origine sociale. Troisième série d'études qui impacte là aussi très directement les questions de la vie familiale, c'est sur la technoférence. Technoférence, un mot un peu barbare, mais vous avez déjà dû l'entendre prononcer parce qu'il est arrivé dans le vocabulaire, c'est l'interférence d'une technologie dans une relation. Technoférence, interférence d'une technologie dans une relation. Donc précisément, la technoférence, quand on en parle, elle concerne cette technologie précise qu'est le smartphone. Et notamment l'utilisation que les adultes en charge des enfants, alors les parents, les éducateurs, les nounous, tout ce que vous voulez, les babysitters, l'utilisation que les personnes en charge des jeunes enfants font de leur smartphone. Donc la technoférence, c'est le fait qu'une personne en situation d'interagir avec un jeune enfant qui est en position de demandeur, voilà. Si le jeune enfant dort, il n'y a pas de problème. Si le jeune enfant est en situation de demandeur, tout d'un coup, il s'anime, il interpelle de la voix, du regard, du geste, et l'adulte, qui devrait pouvoir répondre normalement, est sur son smartphone. Que se passe-t-il ? L'adulte ne va pas dire, souvent, ne va pas interrompre sa série Netflix si le bébé s'est réveillé tout d'un coup, il a envie de la regarder jusqu'au bout. Il ne va pas, s'il était avec un ami, il ne va pas dire « excuse-moi, mon bébé me sollicite ». Voilà, on peut dire à la rigueur « ma femme me parle, mon mari me parle, mon bébé me sollicite ». Non, donc du coup, il va partager son attention, cet adulte, entre ce qui se passe sur son smartphone et ce qui se passe avec son jeune enfant. Mais comme ce qui se passe sur le smartphone, ça a un pouvoir mobilisateur important, notamment en termes émotionnels, parce que ce soit une série, un ami, voilà, il y a de l'émotion qui est mobilisée. Du coup, l'accompagnateur, l'adulte, va être moins disponible émotionnellement au bébé. Moins disponible émotionnellement, ça veut dire qu'il va investir moins d'émotions dans la relation avec le bébé. Et comment se traduisent nos émotions? Par les gestes, les attitudes, les mimiques, les intonations. Donc moins de gestes, moins d'attitudes, moins de mimiques, moins d'intonations, parce qu'une grande partie des émotions est accaparée par le smartphone. Et les phrases, ça a été montré par des études en labo, voilà, très précisément, les phrases, même chose, elles vont être beaucoup plus courtes. Normal, voilà.
mon bébé m'interpelle, si je suis disponible, je dis ah bébé, mon petit Paul, ma petite Paulette, ça y est, t'es réveillé, qu'est-ce qu'on a envie qu'on fasse et tout. Si je suis sur mon smartphone, je vais dire écoute, attends un petit peu, j'arrive, voilà. Non, c'est pas pareil. Et donc, du coup, des phrases plus courtes, moins d'émotions, moins de mimiques, moins d'attitude, moins de réponses corporelles. Et tout ça va avoir pour conséquence que le jeune enfant va être pris dans une relation appauvrie. Or, le jeune enfant, ça a été dit et redit, mais bon, disons-le encore, il a besoin d'avoir des interactions qui soient claires, explicites, marquées. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore appris à interpréter les gestes, les attitudes, les mimiques. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de mamans et de papas et de personnes qui s'occupent des bébés qui le comprennent spontanément et qui ont recours à ce qu'on appelle le mamané. Mamané, vous n'avez peut-être pas entendu le terme, mais vous voyez tous intuitivement ce que c'est. C'est une façon de parler au bébé qui n'est pas comme la façon dont on s'adresse aux adultes. Par exemple, si je vous dis parler au bébé, c'est pas comme parler aux adultes. Si je dis la même chose à un bébé, je ne vais pas lui dire comme ça. La télévision le dit pareil, c'est pour ça que la télévision ne parle pas au bébé. La télévision, pour le bébé, c'est personne, c'est de la bouillie de mots. Le bébé, plus il est petit, plus il a besoin que la personne qui s'occupe de lui, non seulement accompagne ce qu'elle dit de mimique explicite, mais en plus ait un rythme de parole et des intonations qui soient clairement identifiables. Par exemple, je vais dire « Ah, mais quand on parle à un bébé, tu sais, on ne parle pas comme un adulte. » Voilà, et encore plus marqué, mais je n'ose pas trop le faire pour paraître ridicule devant vous, mais vous voyez de quoi je parle. Il y a en plus une catégorie d'enfants qui a particulièrement besoin de ce mode de relation, ce sont les enfants qui ont les troubles du spectre autistique, parce que, pour des raisons qu'on n'a pas développées devant vous, mais ils ont de la difficulté à intégrer la complexité de ces signaux, plus de difficultés que tous les bébés. Tous les bébés ont de la difficulté, c'est ça qu'il faut qu'ils apprennent. Et ils apprennent pendant des mois. Voilà. Mais les enfants qui ont des troubles du spectre autistique, souvent ils ont tellement de difficultés à apprendre qu'ils se désespèrent et ils ne réagissent plus. Les parents évidemment s'affolent, voilà, et c'est le drame. Voilà, on comprend mieux tout ça maintenant. Mais tous les bébés ont besoin en effet d'avoir cette qualité d'attention, et c'est ce qui va leur permettre d'apprendre les mimiques, c'est-à-dire le bébé, vous savez, quand il sourit, il ne fait pas quand il sourit à la mère qui lui sourit, il ne fait pas que sourire à la mère qui lui sourit. Il éprouve l'émotion de plaisir à l'intérieur de lui, il éprouve que l'émotion est partagée, et du coup, il intériorise le sourire comme une réaction émotionnelle qu'il va pouvoir ensuite utiliser dans sa vie quotidienne, avec d'autres qui peut-être ne lui sourient pas, mais auxquels il va sourire. Et donc ça, c'est la construction de ce qu'on appelle l'empathie émotionnelle, pendant la première année. Après, vous ajoutez l'empathie cognitive. Bon, voilà, j'ai écrit un petit livre, que sais-je, sur l'empathie, auquel je vous renvoie, qui explique très précisément tout ça. Donc, on revient à l'adulte qui a son smartphone. Il fait des phrases plus courtes, il a des mimiques plus pauvres, et il ne permet pas au bébé d'abord d'acquérir du vocabulaire, moins évidemment, mais ne permet pas au bébé d'établir une continuité fiable, précise, entre l'émotion, l'intonation, le texte prononcé. Tout simplement parce que tout ça est flou, tout ça est en pointillé, tout ça n'est pas marqué, comme dans une communication où l'adulte est disponible au bébé. Et tout ça, les chercheurs l'ont montré, va donner des différents types de troubles qui sont, et c'est intéressant, qui sont les mêmes que les troubles qu'on trouve lorsque les bébés sont abandonnés devant un écran. Le bébé est abandonné devant un écran, encore une fois, il ne faut pas croire qu'il regarde l'écran, il ne regarde rien du tout, il ne faut pas croire qu'il écoute, il n'écoute rien du tout. Il est pris dans une sorte d'environnement, de lumière, de son, auquel il ne comprend absolument rien, parce que pour lui, ça parle quelque part, mais ça ne lui parle pas à lui. Un bébé a besoin qu'on s'adresse précisément à lui, et d'ailleurs nous tous, voilà. Si quelqu'un nous parle, quelqu'un s'adresse à nous en nous tournant le dos et avec une intonation un peu plate, on ne viendra jamais à l'esprit que c'est à nous qui s'adresse. Tu diras à qui tu parles, voilà, à toi. Il doit te retourner et me regarder quand même, voilà, et être un peu plus clair dans la façon de me parler. Voilà. Donc, le bébé il va avoir différents types de troubles, des troubles de la reconnaissance des mimiques, et éventuellement même des troubles dépressifs, l'impression qu'il est seul au monde, qu'on s'occupe pas de lui, et puis des troubles éventuellement psychodéveloppementaux. Et s'y ajouté, d'après des études américaines, bon, je n'ai pas encore vu ça arriver en France, mais je n'ai pas vu d'études là-dessus en France, mais on voit pourquoi ça ne se passerait pas. J'ai vu dans les études américaines beaucoup plus d'accidents dans les jardins publics,
parce que les adultes en charge des bébés ne les regardent pas, enfin en charge des jeunes enfants ne les regardent pas. Donc du coup, comme les jeunes enfants sont des petits expérimentateurs nés qui ont très envie de montrer qu'ils savent faire plus de choses que ce que les adultes le croient, eh bien ils vont prendre des risques et ils vont se retourner vers l'adulte accompagnant qui est sur son smartphone, ils vont faire quelques gestes, pousser quelques cris, l'adulte accompagnant n'entend rien, tout occupé qu'il est sur son smartphone, et l'enfant prend un risque de plus et il lui arrive un accident. Conséquence, protestation de parents qui disent qu'il faut enlever ces jouets dangereux. Moyennant quoi, vous avez des endroits, vous avez des espaces publics sur lesquels il y avait des jouets formidables pour éduquer les enfants, pour crapahuter, pour grimper, pour se cramponner, pour glisser sur un toboggan très long, etc. Et on enlève. Et maintenant, un terrain vague, voilà, un terrain vague où il n'y a plus rien, c'est pas qu'à ça pour les bébés, parce qu'il y a eu un accident. Il y a eu un accident, oui, parce que l'accompagnateur n'était pas là. Et comme il y a un accident, que font les enfants? Ils tournent en rond, voilà, ils n'ont plus d'activité. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est un gros problème. C'est des enfants qui sont de plus en plus en manque de situations, de rencontres dans lesquelles ils puissent partager des activités communes. Voilà, ça c'est la troisième série de recherches actuellement sur la technoférence. Et vous voyez que ça a un impact très important sur la vie familiale. Il faudrait que les mamans, les papas, les grands-parents, voilà, prennent l'habitude de dire à ceux qui interagissent avec un bébé, laisse son smartphone. On a fait une affiche là-dessus dont le thème c'est votre enfant a besoin de votre regard, n'interposez pas votre smartphone entre lui et vous. Votre enfant a besoin de votre regard, n'interposez pas votre smartphone entre lui et vous. Donc ces affiches sont en accès libre, vous les trouverez sur le site 36912.org. Voilà. Ça, donc, c'est pour les jeunes enfants. Alors, je regarde quelle heure il est. Oui, j'ai encore un petit moment avant qu'on discute. Donc, je vais vous parler maintenant un petit peu des plus grands. Voilà. Et peut-être ceux... vu votre moyenne d'âge ici, peut-être vous n'êtes pas très nombreux pour avoir des grands, on ne sait jamais. Et donc, en tout cas, peut-être les grands que vous êtes. Voilà. Donc, qu'est-ce qui a changé dans la recherche pour les plus grands? Eh bien, la compréhension des algorithmes. Vous savez, quand Facebook est apparu, c'était sympa. Les sociologues que je connais, comme Dominique Cardon, moi-même, on trouvait que c'était bien, parce que ça permettait aux gens de prendre la parole, de voter, donner leur opinion sur les choses. Ceux qui voulaient faire un long discours faisaient un long discours, ceux qui voulaient se contenter de lever le pouce, comme on met son bulletin de vote dans une urne, ils levaient le pouce, comme on met son bulletin de vote dans une urne, ça permettait à chacun de prendre la parole de la manière qui lui paraissait la plus familière. Et puis, vous savez, il y avait cette idée qu'on allait créer une sorte de nouvelle démocratie à l'échelle du monde, sur des grandes questions. Les Australiens allaient voter avec les Brésiliens, les Européens, etc. Et puis ceux qui avaient créé les plateformes, évidemment, ne les avaient pas créés pour des prunes, ils ne les avaient pas créés pour le bienfait de l'humanité, ils les avaient créés pour gagner de l'argent. Et donc, ils se sont demandé, chaque jour, un peu plus, comment gagner plus d'argent. Et donc, ils ont réuni des experts, voilà, des spécialistes en neurosciences, en psycho, en économie, et tout ce beau monde a brainstormé, et la conclusion est arrivée. Pour que les plateformes rapportent plus d'argent, comme son modèle économique, c'est la capture des données personnelles des usagers, il faut que les usagers mettent plus de données personnelles. Mais pour que les usagers mettent plus de données personnelles, il faut qu'ils soient toujours, qu'il faut qu'ils soient le plus longtemps possible sur la smartphone, sur la plateforme. À la limite, ils y seraient nuit et jour, ça rapporterait encore plus d'argent à la plateforme. Donc il faut les inciter à y rester toujours plus longtemps, à y laisser toujours plus de données personnelles, à y acheter éventuellement toujours plus d'objets réels ou virtuels. Et donc, comment faire pour scotcher les usagers aux plateformes? Là encore, brainstorming, et la conclusion est arrivée, c'est qu'il faut créer entre eux l'illusion qu'ils partagent des choix importants, et donc les mettre en confiance, et quand ils seront parfaitement en confiance, bien qu'ils, les uns les autres, bien qu'ils ne se connaissent pas, ils auront plus tendance à échanger entre eux des petites choses relativement anodines, du genre j'ai vu tel film, il est très bien, j'ai découvert une nouvelle recette de tarte aux pommes sur tel site, c'est très bien, voilà, je vous le conseille, de tel restaurant, j'ai mangé très bien. Donc quand les gens sont parfaitement en confiance les uns avec les autres, eh bien, ils échangeront plus d'éléments relativement anodins, mais qui sont très importants pour les plateformes, qui vont utiliser toutes ces données pour les croiser, etc. Et puis, les plateformes vous disent, nous ne vendons pas vos données, non, mais ils les troquent.
Une plateforme donne ses données, donne toutes vos données à une entreprise, et l'entreprise, en contrepartie, lui donne autre chose. C'est pas vendu. Ah non, 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 c'est pas vendu. Je jure que c'est pas vendu. Non, 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 non. C'est très différent. Et donc, du coup, les experts ont créé des algorithmes dont le principal objectif est de vous enfermer dans des bulles d'usagers qui partagent le même avis que vous. Donc, il y a eu des études là-dessus qui ont été faites. Je me souviens d'une que j'avais vue, c'est caricatural, hein, c'est-à-dire on demande à 3 personnes de s'inscrire sur Facebook. Dès qu'il y a un message qui passe disant que Macron est un con, la personne numéro 1 dit « ouais, je suis d'accord », la personne numéro 2 dit « je sais pas trop, j'ai pas d'opinion », la personne numéro 3 dit « ah non, 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 c'est pas vrai du tout, il est très intelligent ». Et bien très vite, après quelques semaines, la personne numéro 1 est dans une bulle où tout le monde est pro-Macron, la personne numéro 2 est dans une bulle de gens qui ne savent pas très bien, la personne numéro 3 est dans une bulle où tout le monde est anti-Macron, et donc pro-extrême droite, quoi. Et pro LFI, ça dépend, on peut en mettre 4, pro extrême droite, pro LFI. Et donc, après, dans cette bulle, la personne a l'impression que son jugement est partagé par tout le monde. Ben oui, forcément, parce qu'elle ne sait pas qu'elle a été enfermée par les algorithmes dans une bulle. Elle se dit, mais c'est incroyable, plein de gens partagent mon avis, j'en reviens pas. Ah ben, je ne pensais pas avoir raison à ce point-là, j'ai raison. Hein. Et alors après, quand vous êtes persuadé d'avoir raison, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous prenez ceux qui ne sont pas d'accord avec vous pour des imbéciles. Vous êtes en famille, quelqu'un émet une opinion différente, mais non, en fait, tu ne te rends pas compte. Moi, j'ai beaucoup d'amis, je suis sur une plateforme, on est tous d'accord, on dit tous, pourquoi tu te comptes? Viens sur la plateforme, tu verras, c'est évident, il n'y a rien à dire, il n'y a pas photo, ça ne se démontre pas, si tu ne le vois pas, qu'est-ce qui t'arrive? T'es aveugle ou quoi? Voilà, t'es sourd, voilà. Et donc c'est comme ça qu'il y a un renforcement des oppositions et qui peuvent se voir dans les couples, hein, qui peuvent se voir entre les générations. Et donc ça, c'est très très important de savoir dans une famille, eh ben, ou dans conjoint, conjointe, enfant, ben, où ils sont, voilà, sur quelle plateforme, qu'est-ce qu'ils y font. Parce que le côté, parfois, l'emporte-pièce, un certain jugement, n'est plus seulement aujourd'hui le résultat de la crise d'adolescence dans lequel le parent prend le contrepoint, l'enfant prend le contrepoint, prend le contrepoint, contre-pied, prend le contre-pied des parents, comme traditionnellement, mais il peut être chauffé par une plateforme sur laquelle il se trouve, donc il vaut mieux le savoir. Voilà. Donc vigilance des parents hein, par rapport à la compréhension de ce qui se passe sur les plateformes. Et puis, il y a d'autres effets problématiques des plateformes, comme vous savez, mais il ne faut pas non plus oublier qu'elles ont des effets positifs, et que toute la question en famille, c'est d'arriver à comprendre la part des effets positifs et la part des effets problématiques. Alors, quels sont les effets positifs des réseaux sociaux, d'Internet? Première, c'est la socialisation. Il ne faut pas oublier que pendant le Covid, on aurait été bien malheureux si on n'avait pas eu la possibilité de communiquer en visio, de communiquer par réseaux sociaux, etc. Donc la première, c'est la socialisation. Et une étude a montré qu'elle joue un rôle particulièrement important pour les adolescents pour renforcer les amitiés existantes. Ça, c'est souvent un quiproquo dans les familles, parce que quand les adultes vont sur les réseaux sociaux, c'est souvent avec l'idée de rencontrer des gens très différents d'eux. Ah, voilà, je suis fonctionnaire aux finances et j'aimerais bien rencontrer une hôtesse de l'air, ça me changerait les idées. Donc là, peut-être sur les réseaux sociaux, en cherchant bien, je vais trouver. Mais chez les... Mais je pense que je ne sais pas quel genre sont fonctionnaires de finances aux hôtesses de l'air rendez-vous, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment fort. Et donc, les ados, eux, ils y vont pour retrouver des gens de leur âge et préférentiellement les camarades qu'ils connaissent déjà. Donc, évidemment, il y a des ados, et notamment des adolescentes, qui peuvent aller chercher des inconnus. Les études ont montré que les adolescentes surtout, qui vont chercher des inconnus, c'est des personnes qui souffrent d'un manque grave de reconnaissance dans leur milieu familial et dans leur milieu scolaire, dans leur milieu social globalement. Donc, comme ces personnes ne trouvent pas de reconnaissance ou n'ont pas trouvé de reconnaissance dans leur enfance autour d'elles, elles ont une mauvaise estime de soi, et comme elles désespèrent de pouvoir trouver cette reconnaissance dans leur milieu physique, concret, voilà, dans leur environnement concret, ces personnes vont le chercher sur les réseaux sociaux comme une alternative. Donc
Morale de l'histoire, si vous avez des enfants jeunes et que vous voulez éviter qu'un jour ils aillent faire les cons sur les réseaux sociaux en se surexposant auprès d'inconnus, hein, voilà, ou en entrant en contact avec des inconnus, en acceptant les sollicitations d'inconnus, en dénudant leur épaule et parfois un peu plus devant des inconnus, et bien gratifiez-les quand ils sont petits, voilà, gratifiez-les de leurs résultats scolaires, même si ce n'est pas ceux que vous aimeriez qu'ils aient, de faire la cuisine, même si la cuisine qu'ils ont faite est un peu ratée, voilà, de leurs performances sportives, même si vous auriez aimé qu'elles soient un peu meilleures, gratifiez les enfants quand ils sont petits, gratifiez-les, ils auront bien le temps d'être confrontés à des difficultés qui vont les malmener. Donc, profitez qu'ils sont petits pour les gratifier beaucoup. C'est ce qui leur permettra ensuite d'accomplir des épreuves et d'éviter aussi d'aller faire les imbéciles sur les réseaux sociaux pour essayer de trouver des gratifications qu'ils ne trouvent pas, qu'ils n'ont jamais trouvées et qu'ils ont l'impression de ne pas trouver dans leur vie quotidienne. Donc, premier effet positif, c'est la socialisation qui a été montrée notamment par une étude de l'UNICEF, auquel vous pouvez reporter, l'UNICEF, l'enfance connectée, qui montre à partir d'études menées dans le monde entier, y compris en Angleterre. Je dis ça parce que des gens disent oui, mais le Brésil, le Moyen-Orient, c'est pas comme l'Europe. Ben oui, mais il y a une étude menée en Angleterre qui montre les mêmes résultats que d'autres pays. Lutter contre le sentiment de solitude et augmenter la socialisation. En ligne. Alors, vous allez me dire en ligne. Ben oui, en ligne, il faut d'autres choses. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits quand même, et notamment chez nous, hein, voilà, où les ados ne peuvent pas se retrouver ailleurs qu'en ligne. D'ailleurs, en parenthèse, un bouquin qui vient de paraître aux États-Unis, ça m'a fait très plaisir sur ces questions-là. Il débute par un grand chapitre sur quoi? Eh bien, sur le jeu libre. Voilà. Mettez les enfants dans un terrain vague, sans éducateur, et laissez-les jouer tranquilles. Voilà. Ils auront tout de suite inventé des formes de jeu. Évidemment, vous leur enlevez leur smartphone avant. Ils auront toujours trouvé des formes de jeu tout de suite. Et l'auteur dit, ben, c'est formidable. Ils apprennent à socialiser, ils apprennent à communiquer entre eux, ils établissent des relations, etc. Ça, c'est un énorme problème. Petite parenthèse, si j'oublie d'en parler après, c'est la création d'espaces, hein, de rencontres, d'espaces de jeu. Pour les ados, les pré-ados, s'il n'y a pas d'alternative aux écrans, il est impossible de réduire le temps d'écran. C'est comme si vous décidiez de manger moins de poulet, ou moins de poisson, ou moins de pain, ou moins de pommes de terre, vous êtes bien obligé de remplacer par autre chose. Bon ben, si vous supprimez la communication, je ne dis pas le smartphone, je m'en fiche du smartphone, mais si vous supprimez la communication en ligne, il faut bien la remplacer par une autre forme de communication, parce que l'ado, il a besoin de ses potes. L'ado, il se définit par ses potes. Voilà. Il y a des chercheurs américains qui disent il n'y a jamais eu d'addiction au smartphone. Et une addiction à l'adolescence, c'est une addiction aux potes. Et l'addiction aux potes, actuellement, elle ne passe que par le smartphone. C'est ce que dit cet auteur, Hecht. Il dit s'il n'y a pas d'espace de jeu, rien n'est possible. Non, les espaces de jeu, c'est. Il y en a ici, il y en a. C'est les cours de récréation, les gymnases des écoles. Il faut demander, il faut exiger qu'ils soient ouverts le samedi et le dimanche à tous ceux qui veulent y aller, sous la responsabilité des associations familiales. Sinon, on est perdu. Si vous supprimez leurs outils numériques aux enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dans la rue. Les parents les empêchent d'aller dans la rue. C'est dangereux. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont se scarifier dans leur coin, voilà, en attendant l'heure du repas, l'heure du sommeil. Voilà. Donc il faut trouver des alternatives. Sinon, impossible de réduire les outils numériques. Donc la socialisation. Je ferme la parenthèse, socialisation. L'autre élément important qui va être boosté, enfin qui va être favorisé par les plateformes et les outils numériques à l'adolescence, ça aussi c'est important pour les parents de savoir, c'est la santé. Et la Commission européenne elle-même, alors je suis content pour une fois, la Commission européenne qui a décrété que la meilleure aide à la santé en général, et notamment à la santé sexuelle chez les adolescents, ce sont les réseaux sociaux et les plateformes numériques. Alors pourquoi? Parce que les ados trouvent sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques, d'abord des influenceurs et des influenceuses qui parlent de la sexualité comme aucun parent n'est capable d'en parler en général, parce que même si certains en étaient capables, ils n'oseraient peut-être pas le faire directement avec leur enfant. Les influenceurs, ils peuvent se le permettre, il y en a des formidables dans le domaine. Et puis aussi, le fait que les ados, les adolescents, les adolescentes, ils vont pouvoir créer des groupes de pairs, PIRS, qui partagent le même langage qu'eux, les mêmes goûts, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes problèmes, et qui vont s'informer les uns les autres, ceux qui en savent un peu plus. C'est l'avantage du modèle Internet, ou de toute forme
réunion, hein, voilà, ceux qui en savent un peu plus informent ceux qui en savent un peu moins. C'est transmission par les pairs, et la Commission européenne reconnaît la grande vertu de la transmission par les pairs, et le reste sur les plateformes, par les influenceurs et influenceuses, et par les réseaux sociaux. Voilà, donc deux avantages. Les inconvénients, bon, être regroupé dans des bulles, je vous l'ai dit, mais il y a aussi les problèmes de cyberharcèlement, les problèmes de pédopornographie, et puis de façon globale, ce que j'ai appelé les 4 jungles d'Internet, c'est la jungle des modèles économiques. La jungle des modèles économiques, c'est le fait, comme je vous disais, que nous sommes sans cesse poussés à consommer plus. Voilà. Alors, il y a d'ailleurs des études récentes qui sont en train de paraître sur un mot que peut-être vous allez découvrir parce que je vais vous le prononcer, mais dont vous entendrez parler un peu plus bientôt. C'est en anglais l'unshitification. C'est shit, c'est la merde. Et donc unshitification, c'est en français la merdification. La merdification, c'est quoi? C'est que lorsqu'une nouvelle technologie est lancée, et les réseaux sociaux, les smartphones et l'IA obéissent à cette logique, ce sont des technologies qui ont coûté extrêmement cher et qui sont lancées sur le marché à perte. Et cette perte est compensée par ce qu'on appelle le capital risque, c'est-à-dire du capital qui est investi sans qu'on sait s'il va rapporter un jour. Et plus le capital risque est gros, plus la publicité est importante, plus la diffusion est importante, et plus il y a des chances pour que ce capital risque soit réduit. Par exemple, si une revue veut se lancer en France aujourd'hui sur le marché, et qu'elle dispose de 10 millions, ben il faut 5 millions pour prévoir 3 numéros de revue, 4, et 5 millions pour la publicité. C'est moitié-moitié. Donc le capital risque, on n'est pas sûr de le récupérer. Hein. Donc les technologies nouvelles se lancent avec le capital risque, et ensuite, comme il faut rentabiliser, comme quand même il faut que l'argent rentre, ce capital risque, il n'est pas prêté à fond perdu, hein, il est prêté avec des taux d'intérêt élevés en général, eh bien il va falloir que le service fasse quoi? Eh bien qu'il dégrade ses services pour proposer des services premium. Le modèle économique des plateformes, c'est de dégrader ces services et de toutes les technologies innovantes. C'est après 2, 3, 4 ans, quand le public est captif, dégrader les services initiaux. Par exemple, maintenant on voit des publicités sur plateforme film Amazon. Dégrader les services initiaux et créer des services premium. Taratata, on vous propose un nouveau service formidable, voilà, vous avez un tout petit intérêt, mais une petite somme, enfin multipliée par le nombre d'utilisateurs, comme le public est captif, l'un va payer 3 € de plus par mois, c'est pour ça qu'il va me ruiner, ça augmente évidemment, ça augmente la masse d'argent disponible, donc commence à rembourser le capital risque, et puis 3-4 ans après, on vous fait un super premium. On dégrade encore, on fait un super premium, et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est le modèle de lancement de toutes les technologies innovantes. C'est pour ça que quand une technologie innovante arrive, comme aujourd'hui ChatGPT, c'est gratuit, c'est formidable, c'est extraordinaire, c'est le pays de cocagne, sauf que, attendez-vous, parce que dans quelques années, ils exploitent vos données personnelles alors qu'aujourd'hui, ils ne les thésaurisent pas. Enfin, ils les recyclent dans la machine, mais ils ne mémorisent pas vos données à vous pour vous envoyer des publicités ciblées, par exemple. Contrairement à ce que font les autres plateformes d'accès à Internet, aux réseaux sociaux. Et puis après, vous risquez d'avoir du super premium payant, du super premium, voilà, GPT-5, voilà, GPT-5, tellement mieux, et on vous dégrade en même temps GPT-3, parce que GPT-3, c'est pour les abrutis, donc on vous le dégrade, et comment ça se fait, ça marche moins bien qu'avant? Ben oui, on va vous dire, mais c'est normal, il y a tellement d'abonnés, et puis on a lancé un nouveau service, alors ça nous prend beaucoup de calcul informatique, parce qu'il est tellement formidable, on prend comme calcul informatique, donc c'est pour ça qu'on en a moins pour GPT-3, on a beaucoup plus pour GPT-5, ça coûte un peu cher, vous voyez, apprendre à voler, donc ça c'est important, ce modèle de ce qu'on appelle l'unshitification, ça faut y être très très attentif, c'est vraiment un ressort important, et voilà, donc la jungle des modèles économiques, la jungle des réseaux sociaux, c'est, vous savez, la logique des boucles de rétroaction courte. Alors, entre parenthèses, TikTok est improprement appelé un réseau social. Facebook est un réseau social, Instagram, Snapchat, on échange des informations personnelles. Alors, en même temps, on y échange de moins en moins d'informations personnelles. C'est la logique des algorithmes et la tendance à privilégier les informations
qui sont fabriqués par les gros porteurs, par les gens par les influenceurs, les influenceuses, les directeurs de programmes, qui vont mettre des informations que les algorithmes vont relayer de façon virale. Sur les réseaux sociaux, vous avez énormément de bots, de machines. Donc, on va avoir, vous savez, on en parle beaucoup par rapport aux campagnes de déstabilisation lancées par les hackers russes. Tous les bots, vous achetez... vous fabriquez 10 adresses fictives, vous mettez 10 bots. Vous fabriquez 1000 adresses fictives, vous mettez 1000 bots. Ça fait 1000 usagers. 1000 usagers qui relayent les messages viraux nuit et jour. Ça, vous relayez nuit et jour. Donc, vous voyez ce que ça fait après. Le paysage est envahi par des messages viraux et les gens sur les réseaux sociaux sont de moins en moins invités à échanger des choses personnelles et de plus en plus confrontés à des tas de trucs qui leur arrivent, qui ne sont pas allés chercher, qui sont souvent relayés par des bots. Donc une dégradation des réseaux sociaux, et l'arrivée de TikTok, qui n'est même pas un réseau social, qui ne se prétend pas être un réseau social, personne ne va sur TikTok pour échanger avec des copains, en général on y va pour scroller des vidéos, et cet effet est très problématique, il y a un numéro de je ne sais plus quelle revue sur je ne sais plus, ça me reviendra, mais vous trouverez sur internet beaucoup de choses sur les conséquences de TikTok sur l'encouragement aux privations alimentaires, voilà, les fameux les fameux réseaux comment on appelle ça déjà voilà, les pro-ANA, merci, j'ai oublié le réseau des pro-ANA. Et puis sur l'incitation au suicide, alors qui est facile à comprendre, hélas, c'est que si vous n'allez certainement pas aller sur TikTok, un jour où vous êtes heureux avec des copains, avec votre femme, avec votre mari, vous êtes vachement content, vous n'allez pas aller sur TikTok. Vous allez aller sur TikTok quoi? Parce que vous vous sentez tout seul, je sais pas, vos copains sont partis, et vous êtes tout seul, ou vos parents vous ont laissé tout seul, ou votre copine vous a quitté, votre copain n'est pas là. Vous allez sur TikTok. C'est un peu tristouille, et TikTok vous donne des vidéos au hasard. Quand vous voyez un petit chat abandonné, ça vous touche parce que vous vous sentez abandonné. Vous restez une demi-seconde de plus, pouf, l'algorithme il enregistre et après il va vous montrer des petits chats tristes, ou des chiens tristes, ou des hommes tristes, ou des paysages tristes. Voilà. Et donc du coup, si par malheur vous restez une fraction de seconde de plus sur un paysage mélancolique, là, ça va arriver. Et comme ça, petit à petit, vous allez descendre votre pente, comme disait Alain, vous allez descendre votre pente, vous allez de plus en plus être invité à adhérer à des représentations tristes, et donc vous allez aggraver votre tristesse. C'est comme ça qu'on explique le fait que plusieurs personnes soient suicidées après avoir visionné en boucle des vidéos qui étaient de plus en plus tristes, parce que comme ils étaient tristes, ils plébiscitaient les vidéos tristes, et même s'ils ne le savaient pas, le fait de rester une fraction de seconde de plus était enregistré par la plateforme. Voilà, donc TikTok n'est pas un réseau social. Donc la jungle des modèles économiques, la jungle des réseaux sociaux, la jungle du harcèlement, évidemment, enfin la jungle plus globalement du harcèlement, enfin de l'incompréhension du harcèlement, la jungle de la pornographie en ligne, et puis la jungle de l'information en ligne, des fake news, etc. Et donc tout ça pour conséquence quoi? Tout ça pour conséquence qu'il faut apprendre à réguler notre consommation d'écran et à bien la choisir. Bien la choisir et bien la réguler. Ne jamais, ça c'est les messages à mettre en famille, ne jamais allumer un écran sans savoir combien de temps on va le regarder et qu'est-ce qu'on va y faire. Voilà. Toujours décider d'aller à un écran, d'ouvrir un écran en sachant ce qu'on va y faire, combien de temps on va y rester. On va toujours y rester plus longtemps que prévu, mais peut-être un peu plus, pas beaucoup plus. Alors si on n'a pas fixé de temps en amont, on va forcément y rester beaucoup plus. Et puis, en famille, évidemment, bannir les écrans de toutes les rencontres familiales, à commencer par le repas du soir pris en commun, ce qui est en général le seul repas pris en commun dans les familles. Interdire les smartphones la nuit dans les chambres. Alors, il y a des adultes qui disent « oui, mais moi j'utilise mon smartphone pour me réveiller le matin ».
Ben, je dis oui, mais est-ce que vous avez un ado? Ben oui. Et qu'est-ce qu'il dit? Ben il dit qu'il fait pareil. Ben oui, mais vous ne le croyez pas quand même. Donc l'ado, il garde son smartphone dans sa chambre. Peut-être des fois, c'est vrai que c'est pour se réveiller, mais peut-être que des fois, ben, il va céder à la curiosité d'aller voir un programme que ses copains lui ont conseillé et que ses parents lui interdiraient de voir. Donc la journée, c'est pas possible, mais la nuit, les parents dorment. Ou alors un copain qui est insomniaque va l'appeler, du coup, il va pas pouvoir dormir. Et donc, du coup, interdire le smartphone la nuit dans la chambre. On laisse tous les smartphones le soir sur un rack pour qu'ils se rechargent, c'est très bien, ou sur la table de la cuisine, où vous voulez, on les pour le lendemain matin. Également important pour la famille, ben, le fait d'avoir des temps d'échange autour des écrans. Hein. Ça, je le disais déjà en 2008, parler de ce que les enfants voient et font avec les écrans, mais parler aussi de ce que nous faisons et voyons avec les écrans. Parce que ça ne peut pas être à sens unique. On voit le journal télévisé, on est un peu inquiet, nos enfants se sentent bien, bon, faut leur en donner acte. Tu sais, tu as vu, j'ai regardé tout à l'heure les actus, ça m'a quand même un peu malmené. L'enfant dira, ben oui, j'ai vu, mais c'est mieux que vous le lui confirmiez. Hein, il vaut toujours mieux avoir une information explicite. Hein, voilà. Sinon, l'enfant peut le dire, non, mon parent n'est pas bien, peut-être que j'ai fait une bêtise, ou j'ai fait une bêtise, il ne le sait pas, mais peut-être qu'il le sait quand même, c'est pour ça qu'il n'est pas bien, il n'ose pas m'en parler. Donc si vous n'êtes pas bien, si vous êtes bien, pas la peine de dire pourquoi, hein, vos enfants en profitent. Si vous n'êtes pas bien, dites-leur toujours pourquoi, parce que sinon, ils risquent de penser que c'est de leur faute. Donc, prendre du temps pour parler de ce qu'on chacun a vu et fait avec les écrans. Alors, pour les plus petits, c'est bien, ça leur donne du vocabulaire, ça leur donne une place dans les sociétés, dans la famille, ça les valorise, c'est très narcissisant pour eux quand on leur demande leur avis. T'as vu petit ours brun, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ils sont très contents de raconter ça. Augmentation de l'estime de soi. Tout ce qui augmente l'estime de soi permet évidemment de faire face aux difficultés de la vie dans de bien meilleures conditions. Donc, n'hésitez jamais à augmenter l'estime de soi d'un enfant de manière réaliste, c'est-à-dire par rapport à des choses concrètes, des choses accomplies. Pas lui dire tous les jours, tu es grand, tu es beau, tu seras César ou Alexandre le Grand. Non, ça n'aide pas beaucoup. Par contre, lui dire, ah oui, c'est drôlement bien résumé, petit ours brun, c'est vraiment qu'il n'avait pas vu, ben, j'ai vachement bien compris ce qui se passait et tout, ça c'est bien. Voilà, donc parler avec les enfants de ce qu'ils font avec les écrans, parler ensemble. Et puis dernière chose, n'oubliez pas que quel que soit votre âge, ceux qui ont un âge différent du vôtre ont beaucoup de choses à vous apprendre parce qu'ils n'ont pas le même regard sur le monde. Et moi, je suis toujours attristé de voir dans des fêtes familiales des personnes âgées d'un côté et les jeunes d'un autre. Ça, vraiment. Je dis aux personnes, je dis, donc souvent quand je fais des conférences, il n'y a pas beaucoup de jeunes, il y a beaucoup plus de personnes d'âge mûr, parents, grands-parents. Je leur dis, mais écoutez, quittez à certains moments ce milieu des gens qui pensent évidemment comme vous, qui sont de la même tranche d'âge et tout, et allez donc vers des jeunes qui pensent autrement. Et dites-leur, ah ben voilà, quoi de neuf maintenant sur TikTok? Il y en a forcément sur les quoi de neuf maintenant, les quoi de neuf maintenant sur Netflix, et quoi de neuf maintenant parmi les youtubeurs et les influenceuses qui il faut écouter si on veut comprendre quelque chose aujourd'hui à la place des influenceurs et influenceuses, des youtubeurs. Ben, il y en a forcément un qui va vous dire, ah ben oui, c'est un tel, voilà. Ou alors, et vous direz peut-être, ah ben c'est pas moi, c'est machin, non, celui-là il a disparu depuis longtemps. Donc voilà, pratiquer la mixité sociale, la mixité générationnelle. Donc l'idée, si vous voulez, pour terminer, on arrive à l'IA, on arrive à l'intelligence artificielle, c'est le même problème. Les écrans, c'est du numérique. L'intelligence artificielle, c'est la réalisation la plus avancée du numérique. En attendant, les robots, qui seront une réalisation encore plus avancée du numérique. Aujourd'hui, c'est l'IA, puisque les robots intégreront l'IA. Tout ce que l'IA vous raconte comme ça, tout ce que l'IA écrit sur un écran ou est capable de vous raconter, si elle a la voix, eh bien, ce sera la machine qui vous dira, avec une présence physique, avec une mimique. Voilà. Donc, actuellement, l'IA, c'est la pointe la plus développée, la plus avancée, la plus spectaculaire du numérique. Et donc, les écrans, c'est du numérique. L'IA est de plus en plus présente dans les écrans, il y a de plus en plus de deepfakes. Tout le monde, il y a des applis qui permettent presque à chacun de fabriquer son père, sa mère, son copain, en train de raconter des choses qu'il n'a jamais racontées, de façon très réaliste, en 15 secondes. En 15 secondes, vous le fabriquez. Et après, vous pouvez le balancer sur Internet. Et c'est totalement réaliste. C'est impossible de voir
C'est quasiment impossible maintenant de voir la différence entre un truc fabriqué et un truc réel. Ce qui a amené d'ailleurs pendant la dernière campagne électorale américaine, ce genre de choses a beaucoup fonctionné. À la suite de la dernière campagne électorale américaine, il y a beaucoup de gens, et notamment de jeunes, très accros à l'information en continu, qui sont devenus des news avoiders. C'est-à-dire des gens qui ne veulent plus entendre parler d'informations parce qu'ils ont compris que les nouvelles fausses sont beaucoup plus crédibles que les vraies. C'est un gros problème. Parce que les nouvelles fausses, elles sont fabriquées pour être crédibles. Alors que les nouvelles vraies, elles sont parfois inattendues, bizarres, étranges, incroyables. Incroyables. Je ne peux pas y croire, mais c'est vrai. Mais ça, j'y crois. Ben oui, j'y crois. Ben oui, c'est faux. Ce qui est fait pour qu'on y croit. Voilà. Donc, ce qui est fait pour qu'on y croit, forcément, est plus crédible que ce qui est inattendu. Voilà. Donc, on rentre dans le monde de l'IA. Et donc, quel est le moyen de nous protéger contre les dangers des écrans, contre les dangers de l'IA, d'en faire un bon usage? Voilà. Et bien, c'est d'en parler entre nous. C'est de plus possible sur le milieu professionnel, dans le milieu familial, à l'occasion de rencontres, voilà, avec des amis. Et ben, échanger des expériences. Échanger des expériences. N'hésitez pas à paraître bené. Personne n'est performant dans ce domaine-là. Tout le monde est perdu. Donc voilà, échanger des expériences et puis se faire aider quand il y a besoin, voilà, en sachant que le numérique, l'IA, c'est une vaste jungle. Et dans une jungle, il n'y a pas de carte. Et comment vous faites quand vous êtes dans une jungle pour savoir où aller, comment faire, comment vous protéger? Vous cherchez quelqu'un qui a les mêmes problèmes que vous. Et à deux, vous vous dites, on les résoudra peut-être plus facilement. Et bien c'est exactement la même chose aujourd'hui par rapport à l'IA. Ne cherchez pas les solutions sur Internet. Elles sont fabriquées pour que vous y perdiez. Elles font partie de la jungle. Donc allez plutôt chercher les solutions autour de vous. Et puis il y a des gens qui sont mieux informés, qui ont des lectures plus diversifiées, parce qu'il y a quand même des bonnes revues, et des youtubeurs qui parlent aussi des choses très bien sur Internet. Il faut aller les chercher, il faut les connaître. Puis des fois, ils sont pas aidés par les plateformes, ils ont de la peine à boucler les fins de mois, voilà. Voilà, et donc faire des groupes de discussion, d'entraide, voilà. Et donc c'est ce que je vous invite à faire maintenant. Merci de votre attention. Merci, c'est ce qu'on a fait en vous invitant. On a été chercher des lumières aussi, merci infiniment. Il me semble qu'une grande partie de votre intervention concerne l'erreur et les erreurs. Et comment tout ce qu'on fait finalement est susceptible d'être une erreur ou influencé par une erreur. Et vous parliez du biais de corrélation, par exemple, qu'on appelle l'effet cigogne. Dans les maisons où il y a une cigogne sur le toit, il y a plus de naissances. Et bon, maintenant, on sait que ces maisons-là sont des maisons à la campagne. En ville, c'est très cher, donc c'est des jeunes couples qui achètent les maisons, et c'est pour ça qu'il y a plus d'enfants. Un biais de corrélation. Et je trouve que c'est intéressant de réfléchir finalement comment notre mode de pensée, notre monde, est susceptible d'être infesté d'erreurs, en fait. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? L'attention, votre conseil final, là, qui me semble évidemment une des façons de faire avec, c'est-à-dire d'en parler, de se réunir, de conforter nos opinions, de discuter sur les choses. Et cette présence de la fake news, de l'hypnocratie, le livre qui vient de sortir sur ce que c'est que le Trumpisme, le livre fait par ce monsieur italien qu'il appelait l'hypnocratie, où il montre comment tous les modes de communication de Trump pendant la campagne étaient issus de l'hypnose, des phénomènes d'hypnose, la répétition, les ruptures de pattern, etc. C'était pensé, c'était avec des effets hypnotiques. Et voilà, juste cette remarque, comment votre façon d'attirer l'attention sur les erreurs qui nous entourent et qu'est-ce qu'on doit faire avec ça, et que c'est inévitable, hein. C'est inévitable qu'il y ait des erreurs. Vous disiez les interprétations des recherches diffèrent des personnes qui interprètent, de leurs a priori. Les recherches elles-mêmes sont menées par
très difficile de se défaire de l'a priori qu'on a quand on met la recherche en place, etc. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'il y a deux types d'erreurs qu'il faut bien distinguer. Il y a les biais cognitifs et il y a les dénis. C'est pas la même chose du tout. Et alors, j'ai écrit un bouquin sur le déni, ça, je vais en dire quelques mots. Et donc, le biais cognitif, c'est une paresse de l'esprit. Il y a quelqu'un qui en a formidablement parlé, c'est Daniel Kahneman, qui a eu le prix Nobel pour ça, qui montre qu'on a deux modes de raisonnement. Tout être humain a deux modes de raisonnement qu'il compare au lièvre et à la tortue de la fable, vous la connaissez tous. Le lièvre qui est certain de gagner la course et qui s'amuse, et la tortue qui va tout doucement mais qui arrive finalement gagnante. Donc le lièvre et la tortue, premier système de raisonnement, nous dit Daniel Kahneman, c'est un système de raisonnement qui est basé sur les expériences du passé, qui est intuitif, qui est très rapide et qui nous permet de faire face à la plupart des difficultés de la vie. Mais c'est un système de raisonnement, nous dit-il, qui contient beaucoup de biais cognitifs, forcément. D'abord le biais de familiarité, on préfère des arguments qu'on a déjà entendus, où on préfère penser que les choses se reproduiront telles qu'elles se sont produites jusque-là. Et puis le biais de conformisme, voilà, donc différents biais. Mais toujours, c'est l'idée que ça permet d'aller vite et de trouver une solution vite, et quand ça marche, c'est tant mieux, mais plus le monde change vite, et moins ça marche, parce que les situations qui se produisent sont nouvelles. Donc heureusement, nous dit Daniel Kahneman, on a un autre mode de raisonnement qui est lent, qu'on parle à la tortue de la fable, qui est donc beaucoup plus analytique, qui s'applique à comprendre les choses, qui les analyse, qui est beaucoup plus coûteux en énergie, qui est beaucoup plus lent. Et donc, pour vous donner un exemple, et donc le premier de ces biais cognitifs, le premier de ces modes de comportement le premier de ces modes de raisonnement fonctionne avec l'ensemble du monde, aussi bien le monde animé que le monde non animé. Petit exemple, si un jour mon ordinateur tombe en panne, alors que j'en ai beaucoup besoin, je peux être tenté de l'insulter, comme j'insulterai un être humain, mais après je ne m'excuserai pas auprès de lui, parce que système 2, système 1, je l'insulte, parce que c'est normal, quand je suis contrarié, je me mets à gueuler, mais que ce soit un humain, un chien, un chat, une machine, mais système 2, je ne m'excuse pas, parce que je sais bien que c'est une machine. Donc Daniel Kahneman permet de bien comprendre comment l'être humain fonctionne à l'économie, et comment souvent ça marche, mais des fois ça ne marche pas, et il faut arriver à passer en système 2. Alors ça, c'est le biais cognitif. Mais en revanche, il y a aussi le déni. Alors c'est quoi le déni? Ben, c'est lorsque je vais m'attacher à quelque chose que je sais être faux, et que je vais pourtant me convaincre que c'est vrai, essayer de me convaincre que c'est vrai, et pour me convaincre que c'est vrai, je vais essayer d'en convaincre les autres. Et donc le déni, il ne trouve pas son origine dans une paresse de l'esprit, il trouve très souvent son origine dans quelque chose qui est d'abord un bras de fer avec l'environnement, avant d'être un bras de fer avec la vérité qu'on veut cacher. Et le déni, souvent, il vient du fait de ne pas accepter que des choses qu'on voulait mettre en avant n'ont pas été reconnues. Donc, on l'a bien vu fonctionner pendant la période du Covid, des gens qui pouvaient s'opposer à des vérités scientifiques évidentes, mais quand on discutait avec eux, on s'apercevait que ces gens, souvent, avaient de l'amertume de quelque chose qu'ils avaient voulu dire et qui n'avait pas été écouté. Typiquement, les Gilets jaunes, qui avaient beaucoup de demandes très acceptables pour certaines d'entre elles, mais auxquelles le gouvernement a toujours opposé une fin de non-recevoir. Donc le déni s'enracine beaucoup plus dans une amertume et le désir de s'opposer à ceux qui se sont opposés à nous dans la reconnaissance de ce qu'on voulait leur faire accepter. C'est pas du tout la même chose. Si quelqu'un est dans le biais cognitif, dans une erreur liée à un biais cognitif, essayez d'argumenter. Vous vous mettez en système 2. Souvent ça marche. Si quelqu'un est dans le déni, c'est pas la peine de mettre en système 2. Il faut lui dire, mais comment ça va la vie à part ça? C'est-à-dire, il faut lui demander de vous dire sa souffrance finalement. Peut-être sa souffrance, il y a de toute autre chose que le déni qu'il maintient, son insatisfaction, son amertume. Et à ce moment-là, souvent, vous débloquez, pas toujours, mais disons, vous rapprochez cette personne du fait qu'il n'est peut-être pas si important que ça de tenir le déni.
de ce qu'elle dénie, mais parce que justement, elle a rencontré quelqu'un qui reconnaît ce que d'autres n'ont pas voulu reconnaître d'elle, et ce dont elle reste en souffrance. Voilà. Donc ces deux types d'erreurs sont bien à apprécier différemment. Le biais cognitif, c'est pas le plus grave, hein. Le plus grave, c'est vraiment le déni. Et le problème du déni, c'est que plus il dure, plus il devient aigre, c'est-à-dire plus il s'endurcit. Et donc, du coup, on peut à tout moment sortir d'un biais cognitif. Mais plus le déni est installé durablement, et plus il est difficile d'en sortir. Donc le déni, c'est beaucoup plus, comme j'explique dans mon bouquin, une politique de prévention. Il faut éviter que les gens s'installent dans le déni, parce que plus ils s'installent dans le déni, plus c'est difficile d'en sortir. En plus, d'autant plus avec les réseaux sociaux, puis sur les réseaux sociaux, vous pouvez toujours trouver un certain nombre de gens, dans ces algorithmes sont aussi à votre service pour ça, vous pouvez toujours trouver des gens qui partagent votre déni. Donc il y a des communautés de déni sur Internet, et sur les réseaux sociaux qui font que les gens se renforcent mutuellement dans leurs convictions, et après ils sont convaincus que, puisque leur réseau social est d'accord avec eux, donc pour eux, tous leurs interlocuteurs sont d'accord avec eux, c'est qu'ils ont absolument raison. Donc, quand vous les invitez à les aborder par le système 2, ça ne marche évidemment pas. Même quand vous commencez à essayer d'aborder avec eux leur souffrance, ça fait longtemps qu'ils ont renoncé à en parler, qu'ils ont renoncé à les formuler, et du coup, ils ont tendance à rester dans le déni. Il y a une deuxième question. Il y a une question sur... Il y avait d'abord... Et donc, c'est Ampoli dont vous voulez parler, je pense. Sur le... Oui, c'est M. Ampoli. Non, c'est pas lui. Excusez-moi. Oui. Merci beaucoup pour votre intervention, très intéressante. En lien avec ce que Éric Chan a dit tout à l'heure, j'aimerais bien connaître votre point de vue sur le développement par l'IA de notre service de psychothérapie. Et il se développe comment, votre service? Je sais pas, moi je suis très inquiète quand même qu'il n'y ait plus de relations humaines pour aider et accompagner des gens, et puisque l'IA c'est ce qu'elle propose, et peut-être même les robots, vous en parlez tout à l'heure, j'aimerais connaître votre point de vue. L'IA peut apporter énormément de services dans le domaine de l'information, de la communication, de la planification, d'activités partagées. Ça simplifie quand même beaucoup la vie. Voilà. Après, dans la relation de service, c'est beaucoup plus compliqué, et dans la psychothérapie, encore plus. Voilà. C'est dit, on peut gérer avec l'IA, on peut gérer plus facilement ses rendez-vous. Regardez par exemple Doctolib, c'est formidable, quoi. Voilà. Donc, pouvoir faire des comptes rendus de réunion, en visio, ça marche formidablement bien. Vous rajoutez un interlocuteur qui est une IA, et elle vous fait des synthèses formidables de votre réunion. C'est vraiment formidable. Donc c'est des outils qui peuvent permettre de gagner beaucoup de temps. Après, dans les relations clients, c'est peut-être ça dont vous parlez, quand quelqu'un, voilà, dans la relation client, il faut voir ce que les gens viennent chercher. Alors si les gens viennent chercher du coaching, c'est vrai, du coaching qui leur permet de s'intégrer à la société telle qu'elle est, c'est vrai que l'IA qui balaye toute la presse mainstream et qui est très familière de ce fait-là avec tout le coaching, parce que le coaching occupe une grande place dans la presse mainstream. La psychologie positive, le coaching, l'IA, elle baigne là-dedans, hein, dès qu'elle va plonger ses tentacules algorithmiques dans la presse mainstream, elle en ramène, voilà, à une poignée. Donc, de ce point de vue-là, si quelqu'un va chercher du coaching, il peut en effet le trouver avec un robot conversationnel. En revanche, alors, sous réserve d'erreurs, c'est-à-dire GPT-3, c'est quand même 75% d'erreurs, un certain nombre de déconnances, GPT-4 beaucoup moins, GPT-5 encore moins, mais une justification. C'est-à-dire GPT-4, c'est plus de 20 € par mois, GPT-5, ça va être beaucoup plus. Et GPT-3, ça se dégrade. Donc, si vous avez un GPT assez puissant, voilà, au niveau d'une institution, il y a des bugs, il y a des erreurs, hein, mais globalement, le coaching peut être bien fait. Après, est-ce que les gens viennent forcément seulement chercher du coaching? C'est toute la question. Donc, si les gens viennent chercher, je pense que beaucoup de gens
viennent d'abord chercher la possibilité d'être écoutés. Et on le voit aujourd'hui, puisque beaucoup de gens se branchent sur ChatGPT simplement pour lui raconter des trucs. Et pas forcément pour avoir des conseils. Alors il y a de plus en plus de gens qui demandent des conseils, mais à tout âge. Il y a des jeunes enfants qui vont demander à ChatGPT de raconter une histoire à partir du nom de leur chat. Il y a des ados qui vont demander comment gérer la rupture amoureuse avec leur copine, et il y a des mamans qui vont demander comment calmer leur enfant qui pleure. Donc on trouve vraiment toutes les formes de demandes sur les plateformes genre ChatGPT. Mais si la personne cherche, cherche une affiliation, parce que c'est ça quand même le moins important qu'il faut introduire. Quelqu'un qui vient voir un thérapeute, c'est pas quelqu'un qui vient avoir des conseils de vie. D'ailleurs, il y a une histoire qui m'avait été racontée pendant mes études, et je ne résiste pas au plaisir de la raconter. C'est une patiente qui vient régulièrement voir une assistante sociale et qui lui raconte toujours la même histoire dramatique avec son mari. Et l'assistante sociale ne répond rien parce qu'elle ne sait pas quoi répondre. Donc un jour, elle se décide quand même à donner une solution, et à partir de là, elle ne voit plus la personne. Donc évidemment, la vie ne change pas, qu'il va avoir une autre assistante sociale qui ne lui dira rien. Voilà. Et ce dont les gens ont besoin, c'est de se sentir humain. Ils ont tous besoin de se sentir humain. Si vous voulez, ce qui menace l'être humain, c'est le sentiment de l'inhumanité. De la part inhumaine, parce qu'on a une part inhumaine en nous, on a une part animale, voilà, l'alimentation, la défécation, la sexualité, tout ça, c'est comme des bêtes. Voilà. Alors on se socialise, bien sûr, mais enfin, c'est la part animale. Et puis, toute la fantasmagorie qui va avec, toutes les cochonneries qu'on a dans la tête. Voilà. Et donc, du coup, tout le monde a besoin de se sentir humain. Et des fois, la dépression, je ne vaux rien, je suis une merde. Je ne vaux rien, je suis une merde. Déshumanisation. Quand on méprise, voilà, beaucoup de gens ne sont pas en situation de s'aimer eux-mêmes. Donc qu'est-ce qu'ils vont chercher, les gens, de voir un thérapeute? Ils vont chercher le fait qu'ils ont le droit de s'aimer. Voilà, ils ont le droit de s'aimer eux-mêmes, ils sont affiliés au genre humain. D'autres rencontrent les mêmes difficultés qu'eux, il y en a qui les résolvent plus ou moins bien, c'est la vie et tout. Ils ont besoin d'une affiliation. C'est pour ça que c'est si important. Moi, je parlais beaucoup de ça dans mes travaux, dans les publications à l'époque où je travaillais comme psychanalyste. C'est une réciprocité. Les gens ont besoin de sentir que les problèmes qu'ils ont, eh ben, leur analyse ne va pas leur parler des siens, mais va montrer d'une certaine manière qu'ils les partagent. Ne serait-ce que par le regard, par le hochement de la tête, par la position du corps, montrer qu'on partage les problèmes des gens. On les résout autrement, ils n'ont pas à savoir comment on les résout, mais on les partage. Ça, c'est une affiliation. Et si vous permettez aux gens de s'affilier à l'humain, eh ben, ils arrivent à surnager dans la vie, parce qu'on est tous comme ça, on est tous accrochés à quelques planches, et on essaie de surnager dans la vie, voilà, jusqu'à la fin, dans le meilleur des cas, et sans lâcher avant, voilà. Mais c'est cette affiliation. Et ça, évidemment, une machine ne va pas jamais pouvoir le donner, mais c'est une machine. Le grand problème, c'est que la machine vous fait croire qu'elle peut vous le donner. Et c'est là que la machine devient toxique. C'est de vous le faire croire. Donc c'est ça qu'il faut éduquer les enfants très tôt, au fait que la machine, c'est une machine. Parce que les enfants très tôt, on s'est amusé à faire un petit truc, on explique comment fonctionne un aspirateur à des enfants, puis après on le met dans un placard, voilà, on montre comment fonctionne un robot Nao à des enfants, puis après on le met dans le placard. Il y a des enfants qui disent « Oh, il ne faut pas le mettre dans le placard, il va se sentir un peu seul. » Donc on voit bien que la machine, elle a tendance à créer ce mouvement anthropomorphe qui fait qu'on a tendance à lui prêter des caractères humains. C'est ce que j'appelle des critères, non pas de personnalité, mais de personnalité. Critères de personnalité. Ces critères de personnalité qui vont devenir de plus en plus importants avec des machines qui vont de mieux en mieux simuler l'humain. Mais la machine ne vous permettra pas de vous affilier à l'humain, parce que si un jour vous racontez des difficultés dans lesquelles il y a toujours une composante affective, notre difficulté, et que la machine simule le fait de vous comprendre, vous serez fondé à lui dire « mais enfin non, c'est pas possible ça ». Il y a une histoire d'ailleurs intéressante parce que les gens sont quand même globalement moins bêtes que ce que certains ont tendance à le croire. Et donc voilà l'histoire. C'est une influenceuse virtuelle
une figure numérique sur un écran qui est nourrie par des informaticiens, qui s'appelle Lynn Miquela. Lynn Miquela, c'est une très jolie fille, et donc elle a quelques millions d'abonnés, et donc elle fait des publicités pour des vêtements, pour des produits de beauté, pour des shampoings, etc. Et donc elle vend tous ces produits qu'elle n'utilise évidemment pas, parce que c'est une figure numérique, elle n'a pas d'existence physique. Et au moment du mouvement MeToo, les informaticiens se sont dit, on va essayer de la rendre encore plus sympathique, on va essayer d'élargir notre groupe d'abonnés. Et un beau jour, Lynn Miquela raconte que, oui, MeToo c'est vachement important, parce qu'elle, quand elle était adolescente, elle faisait du stop, et une fois elle a été violée. Et donc à ce moment-là, mouvement parmi les abonnés qui disent, ne prenez pas pour des cons. On veut bien que Lynn Miquela nous parle de produits de beauté, de robes, elle est archi mignonne, elle est craquante, on aime bien la regarder, on l'écoute, on est content, qu'elle ne dise pas des bêtises pareilles. Et certains ajoutant, c'est une insulte pour toutes les femmes qui ont été violées pour de vrai. Et vous voyez, les gens aiment bien être trompés, mais jusqu'à un certain point. Et c'est ça qu'il faut cultiver. On a tous le droit de se laisser tromper jusqu'à un certain point, mais pas plus loin. Il faut décider soi-même jusqu'où on accepte de se laisser tromper. On accepte de se laisser tromper parce que des fois c'est jouissif. On va au cinéma, on accepte de croire à l'histoire qui est racontée, on verse une larme, on sourit, on rigole, on éprouve des émotions incroyables, on accepte d'être trompé. Mais quand on sort, on ne va pas dire, mais après la fin du film, qu'est-ce qu'il est devenu, le petit bonhomme qu'on a vu sur l'écran, quoi. Donc ça qui est important, oui. Et donc ça, c'est ce mode d'affiliation que les machines ne peuvent pas faire, qui est pour moi le ressort de toute forme de relation humaine, et précisément de cette forme de relation humaine qui est une thérapie. Quand quelqu'un ne trouve plus de possibilités d'affiliation dans sa vie, dans sa famille, dans son environnement professionnel, dans son parti politique, dans son syndicat, parce qu'il en est ostracisé, il va voir un thérapeute, et le thérapeute est ce qui va lui permettre de continuer à s'affilier à l'humain. Et ça, une machine ne fera jamais. Donc, merci beaucoup, c'est très riche, et je ne sais pas si ça fait exactement le pont avec ce que vous venez de dire aussi et de parler du sentiment humain. Mais donc c'est plutôt une réaction qu'une question, mais c'est vrai que moi j'ai la sensation, un sentiment comme quand on parle de l'univers, des galaxies, cette immensité dans laquelle on est, évidemment on n'y pense pas tous les jours. Mais voilà, il y a quelque chose aussi de... Enfin, je me questionne sur notre place en tant qu'être humain aussi dans ce grand tout, avec cet autre grand tout qu'on crée et qu'on ne maîtrise pas aussi. Enfin, voilà. Et y a-t-il une dimension spirituelle aussi à tout ça? C'est parti pour les nerfs. Voilà. Non, mais justement pas. Donc ça, c'est une question et chacun trouve sa réponse. Hein. Voilà. Chacun trouve sa réponse. Alors, chacun trouve sa réponse, mais comment dire? Vous savez, c'est Pascal qui disait silence, ces espaces infinis m'effraient. On est forcément très dérouté là, quand on regarde le ciel la nuit et quand on se dit des exoplanètes et peut-être des sociétés tellement différentes de la nôtre. Voilà. On ne sait pas. Et si vous voulez, la question pour moi, elle prend aujourd'hui la forme suivante. Vous savez qu'il y a des gens qu'on appelle, je ne parle pas des posthumistes, les long-termistes. Voilà. Peut-être vous avez entendu parler des long-termistes. Les long-termistes, c'est un mot un peu rébarbatif là aussi, c'est des gens qui voient à long terme. Donc, par exemple, Elon Musk, Kiel, voilà, beaucoup d'énormes multimilliardaires américains. Alors, c'est quoi comment ça veut dire quoi qu'ils sont long-termistes? Ça veut dire que pour eux, l'important c'est de sauver l'humanité. Et sauver l'humanité, ça veut dire faire en sorte que l'homme ne disparaisse pas du cosmos. Et comme la planète Terre est déjà très compromise par le réchauffement climatique, par le risque de guerre nucléaire, etc., il est important de préserver une solution alternative. La solution alternative, c'est de mettre les meilleurs dans des fusées et de les envoyer reconstituer une humanité de meilleure qualité sur la planète Mars ou peut-être ailleurs.
Et à partir de là, la planète Terre peut disparaître dans des affrontements armés, dans des catastrophes nucléaires, dans des guerres civiles. De toute façon, les 4/5 des gens ne valent pas la peine d'être sauvés, hein, c'est des petites gens au QI inférieur à 130, donc pas la peine de les garder. Et donc on va juste prendre les meilleurs. C'est ce qui est montré dans le film Don't Look Up. Voilà, Don't Look Up, ne regardez pas en l'air. Très bien montré. C'est très réaliste, hein. Le film prend une métaphore, qui est une météorite qui arrive sur la Terre, mais c'est tout à fait réaliste. Et donc c'est pour ça que Musk veut tellement envoyer des fusées vers Mars. C'est pas les fusées qu'il va envoyer, c'est une nouvelle communauté humaine. Voilà. Et donc ça se couple avec le fait qu'il y aurait la possibilité, et ils sont même convaincus de la même chose, et même les long-termistes sont en général des post-humanistes. Post-humaniste, ça veut dire qu'ils pensent qu'il va être possible un jour de télécharger dans des ordinateurs l'ensemble des composants qui caractérisent l'ensemble des comportements, des habitudes, des manières d'être, etc., caractérisent l'humain, téléchargés dans une machine, et que certains humains vivent éternellement dans le cloud. Télécharger, Peter Thiel veut absolument télécharger ça. Et celui qui a fondé ChatGPT aussi, il veut absolument télécharger son intellect dans le cloud pour vivre éternellement dans le cloud, où il pourra continuer à vivre, à se développer, à ressentir, etc. dans le cloud. Donc, vous pensez, vous, ce que vous voulez par rapport à cette infinité, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un vrai danger, c'est ces gens-là. Parce que ces gens-là passent par perte et profit. Quand je dis les 4/5 de l'humanité, je suis très au-dessus du chiffre. Voilà. Et donc ça, il faut être conscient de ça et se mobiliser le plus possible pour que ces gens-là fassent le moins de profit possible, pour qu'ils aient le moins de pouvoir possible, pour qu'ils aient le moins de pouvoir d'influence possible. C'est ce muscle pousse les mouvements d'extrême droite à fond de la caisse, etc. Donc ces gens-là aient le moins d'influence possible, parce que vous voyez que derrière le fait que ce soit l'extrême droite plutôt que le centre droit qui ait le pouvoir, il y a autre chose. Il y a cette idée du long-termisme, du post-humanisme, réservé à une toute petite minorité, minuscule minorité, qui en plus peut être complètement dans la déconnance, parce que rien ne prouve que ça marche, leur histoire. Rien ne prouve que ça pourrait marcher. Qu'est-ce que serait cette nouvelle humanité? Mais c'est du fantasme, qui les fait augmenter leur profit, qui les fait augmenter leur influence, qui les fait avoir une attitude de combat permanente. Ces gens sont dans le combat en permanence, faire gagner leurs idées. Donc, il faut adopter une attitude combattante, hein, voilà, et voilà, là, hélas, être conscient qu'on est en guerre quand même, voilà, même si c'est pas une guerre comme en 14-18, en 1870, en 39-45, on est quand même en situation de guerre contre des gens qui sont dans cette logique-là. Voilà. Bon, je m'excuse de terminer sur un truc.